bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent ici. On se projette dans 10 ou 20 ans, on découvre celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. Comment la publicité va-t-elle évoluer? Sera-t-elle toujours plus ciblée? Que deviendra la publicité digitale si les cookies disparaissent? C'est notre sujet du jour. Juste après ces titres, Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir. Zoom cette semaine sur un secteur qui vient pour la première fois de passer la barre des 100 milliards de chiffre d'affaires en 2020 en France, le e-commerce. Le e-commerce, justement, c'est le cœur de notre rubrique Smart Connect. Je vous présenterai tout à l'heure Lyra, spécialiste des solutions de gestion et de sécurisation des paiements sur Internet. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, je vous emmène à l'hôpital. Comment concevoir aujourd'hui des hôpitaux pour les 40 prochaines années? Le défi est gigantesque et la modularité espérée, voilà le mot clé. Mais d'abord, on ne zappe pas pendant la pub. Bienvenue dans le futur. Notre sujet du jour concerne donc la publicité. Comment va-t-elle évoluer? Sera-t-elle toujours plus ciblée? Que changent les nouvelles règles sur les cookies et autres traceurs? On en parle tout de suite avec Stéphane Bismuth. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Visnet.tv. Et puis avec nous en visioconférence, Christophe Garry. Bonjour. Vous êtes expert en marketing digital. On va peut-être commencer par présenter rapidement vos métiers respectifs. Stéphane Bismuth, vous proposez de la publicité télé ciblée, c'est ça? Alors en fait, on accompagne les chaînes de télé ou les opérateurs dans cette évolution qui permet de commencer à faire du ciblage sur le téléviseur, d'envoyer des pubs différentes par foyer. Ça existe depuis quelques années en Angleterre, aux États-Unis. Ça a été autorisé au mois d'août en France sur une phase expérimentale. Ça a été déployé par Orange et France TV en décembre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que moi j'ai mon écran publicité classique avec, je sais pas, 7, 8, 10 pubs, vous allez, pendant cet écran, proposer des publicités ciblées, c'est ça? Voilà. En fait, il y a forte chance que vous n'ayez pas les mêmes pubs que votre voisin, parce qu'un certain nombre de signaux, de data, auront indiqué que vous n'êtes peut-être pas acheteur de couches, mais plutôt potentiellement acheteur de voitures. Et vous aurez... pourquoi vous dites ça, hein? Je pourrais avoir un tout jeune enfant. Je ne sais pas, je prends des hypothèses que tout le monde peut comprendre. Et donc ça, oui, évidemment, ça marche à partir, je vous chambre, ça marche à partir de la data, évidemment, des box aussi, des informations que les box renvoient. Comment ça fonctionne en fait, techniquement? Alors, en fait, techniquement, on est sur ce qui est assez original, c'est qu'on est sur un signal TV programme qui est commun à tout le monde, et à un instant T, un marqueur dans le flux vidéo va envoyer une information pour dire attention, une séquence de pub arrive et telle pub est changeable. Et donc, à un moment donné, les box vont dire je suis allumé, je suis sur telle chaîne, sur Bismart, ce profil appartient à tel segment, envoyez plutôt une pub vacances qu'une pub retraite, par exemple. Et là, en temps quasi réel, avec des technologies de caching bien élaborées quand même, la pub va être remplacée par une publicité qui est plus pertinente pour vous que pour votre voisin. Donc c'est une pub qui peut être remplacée au milieu de 5 ou 6 autres. Toutes les pubs, une, 2, 3, c'est complètement configurable. D'accord. Christophe Gervilly, vous êtes donc expert en marketing digital. Votre métier, il est peut-être plus évident à expliquer, c'est de générer du trafic Internet pour vos clients, c'est ça? Exactement, ce sont des entreprises qui ont besoin d'acquérir une meilleure visibilité sur Internet, soit tout simplement parce qu'elles débutent leur activité et qu'elles n'ont pas encore une visibilité par des moyens de communication qui n'étaient pas mis en place. Donc il faut apporter cette visibilité-là par la publicité. Et effectivement, les deux grands leviers publicitaires aujourd'hui que sont Google et Facebook permettent d'obtenir rapidement ce trafic-là, et qui est extrêmement ciblé, soit par des mots-clés sur Google, soit sur des audiences sur Facebook. Et en fonction des secteurs d'activité, on peut faire du ciblage, du micro-ciblage et apporter du trafic, mais aussi surtout des contacts et des ventes. Voilà, tout simplement. Et donc, évidemment, pour l'un et l'autre, la matière première de votre activité, ce sont les fameuses données, les data. Et la loi vient de changer son application, en tout cas depuis le 1er avril. Les règles de la CNIL pour être en conformité avec le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. On va voir en quelques mots, parce que ça simplifie la donne. Refuser les traceurs doit être aussi simple que les accepter. L'internaute doit consentir au dépôt de traceurs par un acte positif clair,
le bouton cliquer sur j'accepte par exemple. Son silence qui peut passer par la simple poursuite de la navigation doit dorénavant s'interpréter comme un refus. L'intégration d'un bouton tout refuser sur le même niveau et sur le même format que le bouton tout accepter permet d'offrir un choix clair et simple pour l'internaute. Qu'est-ce que ça change, Christophe Gervillier? Est-ce que vous diriez que c'est une révolution? C'est pas une révolution, c'est une évolution qui vient depuis plusieurs années d'évolution, mais qui ont été faites par étapes et par petites étapes, avec effectivement, voilà, la première étape, c'était la mise en place obligatoire d'un bandeau pour demander le consentement. Ça peut être vu comme une révolution juste parce que là, on sort d'une logique où quand on donne pas de consentement, c'est que on peut envoyer la pub, alors que là, si on ne fait rien, on n'a plus le droit de tracer. Et là, c'est là où ça devient un problème, et on pourra peut-être en parler avec ce que Google envisage dans les prochaines années. On a besoin de data. Et le fait de ne pas, enfin pour moi en tout cas, et on pourra en parler, le fait de ne pas donner un consentement sur un clic sur un bouton, alors qu'on est déjà assez envahi de pop-up entre autres, est-ce que ça veut vraiment dire qu'on n'a pas envie de pub ou pas? Mais bon, pardon, je Et vais vous interrompre, Christophe Vervilliers, parce que la décision, elle existe, ça y est, elle est oui, appliquée. Alors effectivement, Google essaye alors moi je vais dire de la contourner, on va voir ce que vous en pensez l'un et l'autre, avec une alternative qui s'appelle le FLoC, Federated Learning of Cohort, nouveau principe de ciblage publicitaire qui est quand même un peu critiqué. Ça fonctionne comment, Christophe Gervillier, en quelques mots? alors, c'est compliqué parce qu'on n'a pas encore, Google communique pas de la manière dont ça fonctionne. Il donne des, une définition assez vague, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la technologie telle qu'elle est, basée sur les cookies va disparaître, et ça, c'est pas la CNIL qui va le décider, c'est notamment les grands opérateurs, que ce soit Google et Facebook, ils y pensent depuis plusieurs années. Mmh. Ça va arriver, et eux, ils sont en avance. C'est-à-dire que la CNIL, elle met en place des choses qui sont très bien. Par contre, elle va forcément, devoir s'adapter à ces problématiques-là. Alors, comment ça fonctionne, pour répondre à votre question directement? Euh, L'analyse que va faire Google, puisque Google a des informations lorsque l'internaute est connecté à un compte Gmail, à un compte Google, à un compte autre, eux, ils ont des informations, ils vont analyser toutes ces informations et classer les internautes par rapport on appelle ça des cohortes, c'est des grands ensembles de données pour classifier l'internaute. Voilà. Ça peut être soit il est plutôt, c'est un homme, il est sportif, il pourrait être intéressé par tel ou secteur d'activité, par telle ou telle publicité, etc., etc. La définition peut être assez vague. Oui, alors on Et va pour justement l'instant, essayer de voir ce que ça change. Je reprends la main quelques oui, secondes, Christophe Gervillier, pour donner la parole à Stéphane Bismuth. Et moi, parmi les critiques, les premières critiques que j'ai entendues sur ce nouveau procédé testé en ce moment par Google, c'était le risque de discrimination vis-à-vis de certains groupes, puisqu'on classe les utilisateurs par cohorte, par groupe. Donc on peut imaginer, je ne sais pas, l'âge, l'orientation sexuelle, l'ethnie, etc., etc. Oui, bah, il y a toujours un risque à classer et étiqueter, mettre dans des ensembles. Alors, Mm. il se trouve que normalement, on n'est jamais dans un seul segment. On est dans plusieurs segments à la fois. Ouais. Donc, ça peut créer aussi de la diversité d'une manière ou d'une autre. Mhm. Mais je trouve que le sujet, il est vu il est bien plus complexe que ça, parce que c'est un sujet sur la vie privée, et donc les Ouais. usages qu'on fait de l'Internet ou de sa télé. Et on oublie, quand on parle de ça, on rentre dans des détails techniques, etc., mais on oublie d'autres choses. Aujourd'hui, en France, par exemple, la loi autorise le stockage de tout ce que vous faites à travers votre fournisseur d'accès Internet pendant un an, chez Orange, chez Free, etc. Ce n'est pas les opérateurs qui ont décidé. Et il y a actuellement, d'ailleurs, un bras de fer entre Bruxelles et Paris sur ce sujet, parce que Bruxelles trouve que c'est abusif, et que le gouvernement français veut absolument maintenir ça pour des raisons de sécurité nationale, qu'on peut comprendre. Mais je trouve que le débat et le focus qu'on fait sur la publicité en particulier, Ouais. qui est normalement un service plutôt inoffensif, puisque c'est bien contrôlé en France, il y a des secteurs interdits, on ne peut pas faire de pub pour des armes en France, est vraiment mis sur le devant, alors qu'il y a des débats qui sont vraiment des débats de société sur comment un État peut
regarder de près ce que fait chacun de ses concitoyens qui ne sont pas sur la place publique. Donc voilà, je trouve que c'est un peu disproportionné. Oui. Après, pour revenir... Alors moi, je veux vous entendre aussi sur le changement de paradigme depuis le 1er avril. Est-ce que ça change pour un métier comme le vôtre? Est-ce que ça vous prive potentiellement, peut-être, hein, vous allez me le dire, de matières premières, si je comprends bien? Alors, en téléconnecté, alors nous, on travaille particulièrement sur la téléconnectée Oui. et sur la publicité adressée dans les set-top box, Oui. où il n'y a pas de cookies. C'est de la data, alors first party, donc c'est de la data en fait qui appartient à l'opérateur et ou à la chaîne. Ça, c'est un vaste débat dans lequel on n'a pas besoin de rentrer. Oui. Mais cette data-là, elle correspond à une data que vous collectez sur un site quand vous êtes connecté, logué, d'accord? Et cette data-là, vous décidez, vous, utilisateur, avec votre télécommande, de dire oui, je veux bien de la publicité ciblée ou pas. Il y a une logique d'opt-in ou d'opt-out. D'accord. Et vous dites oui, je veux bien, oui, je veux pas. Donc, si on reçoit de la publicité ciblée, c'est qu'on a accepté que les datas, j'essaie de comprendre, hein, récupérées par les box, c'est ça, soient utilisées par les opérateurs. Pour faire du ciblage publicitaire. Et uniquement dans ce sens-là, et aussi avec une garantie que ces datas ne vont pas circuler sur toutes les marketplaces de data. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on est confronté à des croix partout, sur vous acceptez les choix, vous acceptez... On fait tous oui parce qu'on ne comprend rien. Et si vous rentrez dans le détail des paramètres... Le nouveau système, moi, depuis le 1er avril, je clique souvent non. Hein. Oui, très bien, mais c'est très bien. Mais à un moment donné, moi, je trouve qu'il y a une usure par rapport à ce système. Je ne comprends pas pourquoi ce choix-là, il n'est pas fait au niveau du navigateur une fois pour toutes, par exemple. Ça pourrait être fait dans Chrome, ça pourrait être fait dans Safari. Pourquoi chaque éditeur doit mettre en place ce dispositif? Et puis, si vous rentrez dans les détails, on vous demande de choisir. J'ai regardé sur je ne sais plus quel site. Encore ce matin, il y avait 101 fournisseurs de techno publicitaires qu'il fallait cocher un par un si vous vouliez. Comment vous voulez connaître c'est impossible. Donc, on crée une démarche anxiogène, pénible pour l'utilisateur, pas toujours efficace, où finalement... il y aurait des moyens beaucoup plus simples de collecter l'opt-in. Et je trouve que le modèle de la télé est plutôt bon, où un opérateur décide de collecter pour l'ensemble des chaînes et de partager ça avec les chaînes. Christophe Guervilly, la publicité sur Internet, elle est parfois, souvent, diront certains, perçue comme intrusive, agressive même, on pourrait aller jusque-là. Comment vous contournez cet obstacle? C'est quoi pour vous l'avenir de cette publicité sur Internet? Peut-être que ça passe plus par du contenu, de l'éditorial. Comment vous l'imaginez? Alors, il y a déjà cette démarche-là de publicité plus ou moins éditoriale qu'on pourrait qualifier de native. Je rebondis sur ce que vient de dire Stéphane juste avant. Je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, on a un gros souci. On a beaucoup trop de demandes de consentement et en fait, il faudrait que ce soit unifié. Il faudrait qu'il y ait un seul système, alors qu'il soit américain ou autre. Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il doit être fait au niveau de l'Europe? Mais il faut que ce soit unifié parce que le risque, c'est que tout le monde mette refuser, mais sans savoir quel impact ça a, juste pour aller plus vite. Parce que les internautes, ils cliquent un peu rapidement pour aller voir leur contenu. Donc la publicité de demain, elle sera forcément personnalisée. La data, dans tous les cas, elle devrait être collectée. Et pour justement ne pas envoyer de mauvaises publicités ou de publicités qui soient trop présentes, moi, je pense qu'il faut la réduire. Il faut réduire le nombre d'emplacements publicitaires, mais il faut qu'ils aient une meilleure valeur. Et une meilleure valeur, ça veut dire qu'ils soient beaucoup plus ciblés, que ça corresponde mieux à ce que fait l'internaute. Donc, il faut collecter cette donnée-là, collecter cette intention. Oui, je suis OK pour avoir cette pub-là, pour en avoir moins, mais qu'elle soit plus ciblée. Mais on C'est est une obligé démarche d'avoir la data. intéressante, Christophe Guervilly, parce qu'on peut aussi, mais ça va bien au-delà des enjeux de la seule publicité, on peut aussi considérer que les algorithmes nous enferment dans un univers qui est le nôtre, qui est l'univers de nos habitudes, de nos goûts exprimés, et que finalement, cet outil génial qu'est Internet, qui nous ouvre sur le monde, finit par nous enfermer. Donc on pourrait aussi dire ça de la publicité, vous voyez ce que je veux dire, à force de la cibler de plus en plus. C'est exactement, c'est un débat qui existe au-delà de la publicité avec la recherche sur Google. Oui. Dès lors que vous êtes connecté à un outil, qu'on a l'historique des recherches, ça peut être avec Alexa ou avec Google Home. Forcément, les outils enregistrent nos préférences et ont tendance à nous suggérer ce qu'on aime déjà. Il y a une solution, c'est soit on n'enregistre pas les données et on a un peu tout et n'importe quoi en termes de suggestions, soit ce qu'on voit, c'est qu'effectivement,
je suis entièrement d'accord avec vous. Les algorithmes et la personnalisation ont tendance à nous restreindre à un univers. Je suis fan de sport automobile à titre personnel ou de voitures. Je vais avoir trop de contenu, qu'il soit publicitaire ou autre, euh, pour les voitures. C'est un petit peu trop massif. Notamment sur Facebook, c'est le cas. Je pense que les algorithmes et peut-être l'approche de Google peut être une bonne option, c'est de réfléchir au niveau global euh, à un utilisateur. Il peut aimer les voitures, il peut aimer le sport, il peut aussi aimer les voyages et pourquoi pas un autre domaine et éviter de cibler trop finement alors, et surtout de lui envoyer trop de publicité en Ouais, même j'ai temps. bien Voilà. compris que S'autoriser l'enjeu, à l'envoyer. c'est d'arrêter d'envoyer trop de publicité et d'essayer d'envoyer de la publicité qui est, on va dire, plus qualitative que quantitative. Stéphane Bissut, Exactement. jusqu'où ça pourrait aller? Moi, dans cette émission, on aime bien se projeter un peu loin, à 10 ou 20 ans. Est-ce qu'on est dans un film de science-fiction quand on imagine un client qui arrive dans un grand magasin, qui est scanné grâce à la reconnaissance faciale et qui, avec ses écouteurs, peut être guidé vers tel ou tel produit et qui arrêtera de se perdre dans un grand magasin? Je pense que c'est faisable tout de suite, hein. La technologie, Oui, elle oui, permet la de le faire technologie est là. aujourd'hui. C'est peut-être que ça existe d'ailleurs, hein. Ouais. Il y a des magasins sans caisse, enfin, il y a pas mal d'évolutions dans le magasin physique. Le frein, il n'est pas technique, il est plus psychologique face à ça. Et on revient au débat que j'étais en train d'ouvrir sur jusqu'où doit aller le ciblage de la publicité. Alors, je pense que la limite du ciblage, c'est l'hyperciblage ou le surciblage. Ouais. Quand vous êtes exposé 10 fois aux chaises longues que vous avez achetées la semaine dernière chez La Redoute, oui. et En que plus, vous c'est les avez absurde. déjà dans votre jardin et qu'on C'est continue à absurde. vous les vendre, Ouais. c'est pénible. Ou si vous avez renoncé à changer de voiture et qu'on continue à vous inonder de publicité de leasing, là aussi, il y a un rejet de la publicité. Donc la publicité, c'est un service d'information sur les produits et c'est aussi un moyen de financement pour les éditeurs. Donc la bonne balance, c'est de respecter l'utilisateur, de ne pas le surexposer à un produit, de ne pas l'enfermer dans des thématiques, de ne pas avoir trop de formats intrusifs, et tout en permettant aussi aux éditeurs de gagner leur vie, parce que c'est des gens qui ont des services gratuits, comme Bismarck par exemple, ont des revenus publicitaires. Et le risque à trop vouloir tout contrôler, finalement, ça fait le jeu des grandes plateformes comme Facebook ou Google, qui peuvent contourner toutes ces problématiques. Je vous donne un exemple. Facebook vient de lancer un produit pour les opérateurs d'SVOD type Netflix, qui va automatiquement indexer tous les contenus, par exemple, de Netflix, créer des mini-spots publicitaires sur sa plateforme avec de l'intelligence artificielle, et qui, avec l'accord de Netflix, va pousser ça dans ses streams de contenu en fonction de vos centres d'intérêt sur Facebook. Il n'y a pas forcément besoin de cookies. Il y a juste la data Facebook sur un réseau propriétaire utilisé, mis au service des annonceurs. Évidemment, une technologie comme ça, elle est possible quand on a la taille et l'échelle de Facebook. Pour un éditeur, je ne sais pas, franco-français, Le Monde ou un autre, c'est très compliqué d'avoir ce type de technologie et d'avoir suffisamment d'audience pour pouvoir proposer ça. Donc il faut faire attention. Ouais, il faut faire attention à ne pas trop marginaliser les éditeurs locaux, nationaux, dans tous les pays, face aux plateformes et leur donner les armes qu'il faut pour pouvoir générer des revenus publicitaires. Merci à tous les deux. C'était passionnant. Merci d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, on ouvre notre chapitre consacré au e-commerce. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, 5 minutes pour parler d'argent, les placements d'avenir, les moyens de paiement du futur. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier, exceptionnellement avec nous en visioconférence, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro et donc vous nous parlez du e-commerce aujourd'hui. Oui, effectivement, le e-commerce ou le commerce électronique, qui désigne l'achat et la vente de biens et services par des canaux électroniques tels qu'Internet, a modifié en profondeur l'économie mondiale et a révolutionné le comportement des consommateurs. Alors, on peut lister plusieurs raisons, lesquelles? Alors, il y a 3 raisons principales. Tout d'abord, la commodité. C'est vrai que contrairement aux magasins physiques, il y a une possibilité de faire ses achats 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et également réaliser des achats en ligne bien plus pratique que de se rendre
bien dans un magasin physique. Il y a également un gain de temps. Ça évite effectivement les files d'attente qui parfois peuvent être interminables. Il y a également le choix, bien évidemment, est beaucoup plus important en ligne. Les consommateurs peuvent commander des marchandises du monde entier et il est beaucoup plus facile de comparer les prix également, ce que font plus de 50% des consommateurs. Et troisième raison, les coûts, bien évidemment, en ligne, les coûts d'exploitation et de fonctionnement pour les professionnels sont plus faibles, bien évidemment, ce qui permet de répercuter les prix sur le consommateur final. Et en général, les prix en ligne sont moins chers que dans les magasins. Alors, il y a eu évidemment, Antoine, un effet Covid. La pandémie a accéléré la vente de produits sur Internet, en France notamment. Effectivement, la pandémie mondiale a vraiment accéléré la vente de produits sur Internet. La France en est un exemple parfait, et surtout pendant les 2 premiers confinements, mars, avril et novembre. Il y a eu un pic d'activité sans précédent sur les ventes en ligne, et pour la première fois, le e-commerce a dépassé la barre des 100 milliards d'euros. En 2020, c'était 112 milliards. Alors, l'accélération des ventes en ligne a été particulièrement marquée au dernier trimestre. La fermeture des magasins et des rayons dits non essentiels ont conduit à une forte augmentation des ventes au mois de novembre qui s'est poursuivie en décembre. La période de Noël a connu une hausse de 23% des ventes en ligne par rapport à Noël 2019. Alors, la composition du marché maintenant, Antoine, évidemment, le leader incontesté, tout le monde le connaît, c'est bien évidemment Amazon. Amazon, leader incontesté, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 400 milliards de dollars en 2020, plus 35%. Ensuite, après Amazon, on a Alibaba, le chinois Alibaba, en deuxième position, qui pèse 2 fois moins qu'Amazon, mais qui est dans le top 10 des plus grosses entreprises mondiales. Et ensuite, bien évidemment, dans des tailles beaucoup moins importantes, on va trouver encore un chinois, JD.com, qui commence à concurrencer Alibaba. Et aux États-Unis, on va voir des sociétés comme Shopify, ou même en Amérique du Sud, le leader, c'est Mercado Libre, qui est un gros acteur du commerce en ligne. En France, eh bien, le leader incontesté, c'est Amazon, qui a 22% de part de marché. Et puis le deuxième, c'est Cdiscount, Cdiscount qui est une filiale du groupe Casino, mais qui plafonne à 8% du marché des ventes en ligne. Est-ce qu'on doit investir dans ce secteur? C'est toujours la dernière question qu'on pose dans cette chronique. Oui, effectivement. Alors, depuis le milieu des années 90 et la création des Amazon, des eBay, etc., la croissance du e-commerce a été phénoménale. Alors, malgré le fait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un marché mature qui pèse plus de 3 000 milliards de dollars dans le monde, le potentiel de croissance, à mon sens, est encore considérable. Pourquoi? Parce qu'en fait, le poids du e-commerce dans l'ensemble des ventes au détail dans le monde, c'est que 18%, et ce pourcentage pourrait augmenter. Alors, il y a 4 vecteurs de croissance, selon moi. Déjà, l'accès à Internet, bien évidemment. Aujourd'hui, alors il y a quand même 4,5 milliards de personnes qui ont accès, mais ce chiffre devrait encore augmenter, grâce notamment à l'émergence des pays émergents. Ensuite, la pénétration des smartphones qui booste les ventes. Aujourd'hui, plus d'une personne sur 2 achète en ligne via son smartphone. Ensuite, troisième point, l'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux. On le voit, les enseignes en ligne font de la promotion via les réseaux sociaux et ça devrait encore augmenter. Et puis, effectivement, les nouvelles technologies. On va prendre l'exemple de la réalité augmentée qui pourrait améliorer les expériences clients d'achat en ligne. Donc, selon moi, le e-commerce a encore de beaux jours devant lui. Merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro. Et on va justement continuer d'explorer le secteur du e-commerce avec Smart Connect tout de suite. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Les mutations du e-commerce dans Smart Connect, comme chaque semaine. Bonjour Anton Bielakov, bienvenue. Vous êtes le directeur général de Lyra, entreprise créée en 2001 qui pèse aujourd'hui 70 millions d'euros et emploie 350 collaborateurs dans 10 pays. Alors, question toute simple pour commencer. Votre métier, c'est quoi? La sécurisation des paiements en e-commerce, mais pas que, on peut dire ça? Exactement. Bonjour tout d'abord et merci de me recevoir.
notre métier, on a deux grands métiers en fait. Un métier qui consiste à sécuriser les transactions de paiement pour le commerce de proximité. C'est-à-dire qu'on permet en fait de sécuriser les transactions entre les terminaux de paiement, vous savez, ces petits boîtiers dans lesquels vous mettez votre carte, et puis les banques, partout dans le monde. Et on gère 4 millions de terminaux de paiement dans le monde et pas loin de 6 paiements sur 10 en France. Et notre second métier qu'on est en train d'étendre sur l'ensemble de nos pays, c'est l'e-commerce. Et là, ça consiste en fait à mettre en place des solutions de paiement pour des marchands. Quand vous avez constitué votre panier, qu'à la fin il faut payer, eh bien voilà, on a plus de 200 000 marchands dans le monde et 40 000 en France. Voilà, une fois sur deux, dans 20% des cas, vous passez sur notre site pour payer. Quels sont les défis technologiques que vous devez relever avec ces solutions, avec ces services? Alors, effectivement, quand vous êtes dans le paiement, vous avez des défis technologiques liés à la sécurité, indéniablement, parce qu'il faut que le consommateur, celui qui va acheter, et puis vos clients, aient confiance dans sa solution de paiement. Donc, c'est des investissements qui sont assez puissants, puisque on le voit, hein, l'actualité est assez riche en termes d'attaques en tout genre. Donc, il faut avoir des infrastructures capables de bien sécuriser tous les paiements que vous faites. Et puis après, les sociétés comme les nôtres sont des sociétés qui sont très tech. Et je dirais, principal défi technologique, c'est d'être capable de livrer de nombreux moyens de paiement. Parce que peut-être contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne suffit pas de faire du Visa Mastercard pour un marchand en France ou dans plein de pays d'ailleurs pour pouvoir vendre. Il faut délivrer, je dirais, des moyens de paiement qui correspondent aux habitudes locales des consommateurs. Je vous donne quelques chiffres, mais par exemple, l'Allemagne ne fait que 20% de ses paiements en carte. Donc, si vous ne proposez pas des solutions de prélèvement de paiement sur facture, comme Sofort, comme Klarna en Allemagne, vous ne vendez pas en Allemagne, ou en tout cas, vous perdez la plupart de vos clients. Voilà, donc c'est 60% d'ailleurs. Il y a une stat qui dit que si au moment de payer, vous ne retrouvez pas le moyen de paiement que vous souhaitez, eh bien, vous abandonnez le panier dans 60% des cas. Mais est-ce que ça suppose, Anton Bielakov, une technologie pour chaque moyen de paiement d'une certaine façon? Non, on essaie d'utiliser la même technologie et le même socle applicatif, je dirais, pour l'ensemble de nos moyens de paiement. Là où les technologies vont différer, vraisemblablement, c'est quand on va parler intégration. Parce que je vous ai dit, il faut qu'il y ait des moyens de paiement qui soient adaptés aux habitudes de l'acheteur. Mais l'acheteur va aussi chercher à acheter finalement quand il veut, d'où il veut, avec son canal préféré. Je m'explique. Aujourd'hui, on propose du paiement assez classique. Vous saisissez votre carte bancaire, par exemple, sur un site internet. Ok, ça, on voit bien, on imagine bien ce que c'est. Mais on propose du paiement par SMS, du paiement par mail. Je vous envoie un mail dans lequel il y a un lien de paiement qui va être complètement sécurisé. Si vous faites du paiement par SMS en Amérique latine, ils vont vous regarder avec de grands yeux. Mais si vous faites du paiement par WhatsApp, alors là, tout de suite, ça va aller un peu mieux. Donc, on a aussi, je dirais, on développe des briques technologiques qui permettent là aussi de s'intégrer aux us et coutumes de nos acheteurs. Un dernier mot, rapidement, malheureusement, le temps a filé. Vous fêtez vos 20 ans avec Lyra. Vous avez toujours privilégié l'autofinancement, ce qui est plutôt rare dans le secteur des fintech. Pourquoi ? Alors là, je suis ravi que vous me posiez cette question parce que on a du mal finalement à être dans le radar de diverses associations qui peuvent exister de droite des gauches et qui ne parlent que par levée de fonds. Bon. Alors pourquoi ? Parce que on a réussi, je crois, à dépenser ce qu'on gagne et pas plus. Donc c'est plutôt voilà, et on investit aussi tout ce qu'on gagne et on arrive à dégager une rentabilité qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de faire de levée de fonds. Voilà. Je regrette juste qu'on parle plus des sociétés qui font de levée de fonds que ceux les belles ETI comme les nôtres, qui arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont une bonne gestion, une bonne technologie et des collaborateurs en capacité d'accompagner leurs clients dans leur croissance.
Et ben voilà, le message est passé. Bon vent, bon anniversaire. Hein, et bon vent à l'IRA. Voilà, on marque une courte pause, un petit peu de publicité d'avril 2021. Et puis on se retrouve dans le futur. La seconde partie de Smart Future consacrée, comme chaque semaine, à la ville intelligente Smart City. Au programme de cette demi-heure, Smart Move avec Sébastien Guillon, président et cofondateur d'Andiamo. Il veut rendre nos métropoles accessibles aux 18% de Français qui souffrent de mobilité réduite. Et puis notre débat sur l'hôpital de demain, comment le replacer au cœur de la ville, comment le connecter aux cités intelligentes, quelles innovations déjà disponibles vont se généraliser à l'avenir. Et puis vous découvrirez dans le cadre de ce débat, notamment dans la chronique d'Olivia Hierret-Dobré, cette tour d'hospitalisation qui doit ouvrir en 2025 près de Bruxelles, où quand architecture et informatisation améliorent notre santé. Voilà pour les titres. Bienvenue dans Smart City. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. On visite l'hôpital du futur avec mes invités. Quentin Laurens, bonjour. Porte-parole de Carnot Computing. Et puis avec nous, en visioconférence, Yann Bubien, qui est le directeur général du CHU de Bordeaux et président du groupement de recherche et d'applications hospitalières. Bonjour, vous m'entendez bien ? Bonjour, je vous entends très bien. Bon, la liaison est bonne. C'est une émission avec beaucoup de visioconférences, donc voilà, on fait au mieux. Je commence avec vous, Yann Bubien. Imaginons que, je fais souvent ça dans l'émission, que nous sommes en 2040. Est-ce que l'hôpital sera radicalement différent ? Est-ce qu'il me surprendra, d'après vous ? Alors, j'en sais rien, parce qu'à chaque fois qu'on a fait des prévisions en matière de santé ou hospitalière, on se rend compte qu'on s'est souvent trompé. Et encore dernièrement, et ces derniers mois nous montrent que l'on fait beaucoup d'erreurs quand on essaye de faire des prévisions. Néanmoins, on peut penser que d'ici 10 ans, 20 ans, oui, l'hôpital il va changer parce qu'il évolue en permanence. Depuis les hôtels-dieux du Moyen-Âge, on a vu l'hôpital se métamorphoser chaque année, toutes les décennies, se transformer au rythme des évolutions technologiques, médicales, pharmaceutiques qui bougent énormément et évidemment des attentes des patients qui changent en permanence. Alors je vais poser la question différemment, pardon de vous interrompre, je vais poser la question un peu différemment. Ouais. Vous qui réfléchissez évidemment à l'avenir de l'hôpital, votre hôpital idéal, il pourrait ressembler à quoi ? Écoutez, d'abord un hôpital toujours plus innovant, avec un plateau technique extrêmement performant qui serait au cœur du moteur, un plateau technique avec de l'intelligence artificielle, de la robotique, l'imagerie et notamment l'imagerie interventionnelle la plus performante, et puis un hôpital quand même plus humain qui offre une qualité hôtelière plus de qualité qui ressemble à ce qu'on peut trouver dans les meilleurs endroits. Un hôpital plus social aussi, parce qu'il y a une responsabilité sociale qui est très importante. On parle beaucoup aujourd'hui de qualité de vie au travail, et je crois que ce sera un événement, ce sera quelque chose de majeur dans les années qui viennent, pour notamment attirer et garder des professionnels de santé qui sont de plus en plus difficiles à fidéliser parce qu'ils se comparent aux autres, parce qu'ils ne restent pas toute leur vie dans le même établissement. Et puis ce sera un hôpital plus ouvert, moins fermé sur lui-même, plus ouvert sur la ville, plus ouvert sur les autres établissements, un hôpital numérique, digital, en réseau, avec les autres partenaires, les autres acteurs de l'écosystème. Et puis un hôpital plus écologique, ça c'est certain, on a une responsabilité environnementale qui est très importante dans les hôpitaux. Il suffit de le voir actuellement avec l'ensemble des déchets, avec évidemment le Covid, on a en plus multiplié encore plus les usages uniques qui fait qu'on jette beaucoup aujourd'hui dans les établissements. Et donc, alors, il y a une responsabilité on va reprendre pas mal, pardon de vous interrompre, on va reprendre quelques-uns des thèmes que vous avez ouverts. Le Smart Hospital, le connecté, intelligent, ça vous parle forcément, Quentin Laurens, vous êtes l'un des lauréats avec Carnot Computing d'un appel à projet lancé par la ville d'Amiens et Engie Axima. Grâce à quelle innovation ? Expliquez-nous, le radiateur ordinateur, c'est quoi ?
Alors, le lien est tout trouvé entre ce qu'a dit Yann Bubien et ce que propose Carnot. C'est de limiter l'empreinte écologique et l'empreinte carbone, ainsi que la consommation énergétique des bâtiments, alors des hôpitaux également. La proposition de Carnot, c'est de chauffer des bâtiments avec des serveurs informatiques. Et pour ça, on a inventé 2 technologies en particulier, l'une qui s'appelle le radiateur ordinateur et l'autre la chaudière numérique, et qui ont pour particularité d'être connectés à Internet et d'embarquer en leur sein des processeurs informatiques qui tournent pour des opérations de calcul complexes, d'une part, et dégagent de la chaleur au cours de leur fonctionnement. L'idée de Carnot, c'est d'être une alternative au data center, une alternative écologique, en dispersant la capacité de calcul informatique directement dans les bâtiments qui ont besoin de chaleur. Et alors, plutôt que de perdre cette chaleur et en plus de devoir la refroidir dans ces grandes usines du numérique qui sont les data centers, Carnot propose d'apporter la capacité de calcul au sein de nos villes, dans les bâtiments, dans les hôpitaux, dans les logements, dans les bureaux. Mais ça veut dire qu'on est dans un circuit fermé, c'est-à-dire que les ordinateurs, les serveurs de l'hôpital, certes, va chauffer l'hôpital et uniquement l'hôpital, c'est ça? Alors c'est une très bonne question. On est là aussi dans un circuit plutôt ouvert. À l'inverse, ce qu'on fait nous, c'est qu'on pourrait très bien installer des serveurs informatiques sous forme de chaudière, par exemple à l'hôpital de Bordeaux. Mais les calculs qui y tourneraient pourraient être faits pour des clients tiers. En réalité, on traite avec 2 types de clients. D'un côté, des clients de chauffage qui ont cet apport en chauffage écologique. Et de l'autre côté, des clients de calcul qui sont des grandes banques, des laboratoires de recherche médicale, des studios d'animation 3D, pour des besoins très variés. Yann parlait de l'intelligence artificielle. On a aussi des activités pour du machine learning, du big data. Et donc tout ça, ce sont des calculs très gourmands en puissance de calcul informatique. Et Carnot propose de vendre cette puissance de calcul. Alors je fais un tout petit lien qui est assez trouvé entre les 2 invités que vous avez aujourd'hui, puisque on a lancé ce matin des calculs pour l'hôpital Necker et l'Institut Imagine, qui a des gros besoins en calcul informatique pour réaliser des traitements de bases de données sur le génome humain, en particulier pour les maladies génétiques. Voilà un type de calcul que Carnot peut faire. Et on a décidé de consacrer la grande cause 2021 de Carnot à la recherche médicale sur les maladies génétiques. Et alors vous proposez aussi un logiciel qui s'appelle Oasis, c'est ça, qui est un logiciel une plateforme de pilotage des bâtiments qui peut aussi s'adapter aux hôpitaux. Qu'est-ce que ça peut apporter à un hôpital, par exemple? Alors, la plateforme Oasis, c'est une plateforme qui simplifie, qui facilite la vie du bâtiment tout en lui permettant de faire des économies d'énergie. Alors, on se base sur des données qui sont collectées au sein du bâtiment. On parle beaucoup de bâtiments connectés, de smart building, de smart future. C'est le thème de l'émission. C'est le thème de l'émission. Nous, on attire toujours l'attention sur le fait que collecter de la donnée ne suffit pas à être intelligent. Ce qu'il faut, c'est avoir un cerveau derrière tout ça. Et le cerveau, c'est souvent des ordinateurs. Et donc, on recoupe ce que je viens de vous dire juste avant sur la capacité de traitement des données. Collecter des données dans un bâtiment, c'est ce que permet de faire Oasis. Ça permet aussi de concentrer toutes les données sur les taux d'occupation, le taux d'usage, le taux d'intensité d'usage des lits, sur la qualité de l'air, sur la consommation énergétique des bâtiments, sur le parcours du patient au sein du bâtiment, et pourquoi pas aussi de l'aide qu'on pourrait apporter aux médecins. Alors je ne mentirai pas là-dessus, on n'a pas encore de travail précis sur le vraiment médical, mais sur la vie du bâtiment en tout cas, on peut faire beaucoup de progrès tout en économisant de l'énergie, en améliorant le confort. Yann Bubien, la crise Covid qui dure et qu'on vit collectivement depuis plus d'1 an, qu'est-ce qu'elle change à vos réflexions sur l'hôpital de demain? Quelles leçons principales vous en tirez dans la fonctionnalité, dans peut-être la modularité de l'hôpital? Ah oui, ça a changé la donne. Ça a obligé tout le monde à réagir plus vite d'abord, parce que la crise, elle est arrivée en janvier l'an dernier. D'ailleurs, on a eu le premier patient français au CHU de Bordeaux le 24 janvier 2020 l'an dernier. Et tout de suite, il a fallu s'adapter. Il a fallu s'adapter de manière diverse. D'abord isoler, à l'époque on ne connaît pas très bien la maladie, et donc il a fallu isoler évidemment les patients. Il a fallu multiplier les chambres seules, alors qu'on avait aussi des chambres doubles, il a fallu les transformer en chambres seules. On s'est adapté immédiatement. On a vu qu'en quelques jours, on réussissait à faire de la télémédecine, des téléconsultations, du télésuivi. On a réussi à organiser des visioconférences avec un nombre important de personnes, alors que jusqu'ici, on faisait beaucoup de déplacements entre Bordeaux et Paris, ou entre Bordeaux et d'autres villes, par exemple.
On voit que tout a changé. On a besoin d'un hôpital plus évolutif, évidemment, parce que des crises comme celle-là, on peut en connaître d'autres. D'ailleurs, elle n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée, elle évolue sans cesse. Il faudra un hôpital plus évolutif, qui puisse bouger en permanence, ou pouvoir ouvrir des unités d'hospitalisation en quelques jours pour s'adapter à la demande, pouvoir les refermer également quand on n'en aura plus besoin. On a besoin de nouvelles technologies. On s'est équipé évidemment avec des grands écrans, avec des outils plus didactiques pour pouvoir travailler les uns avec les autres sans se voir en réel. Voilà, on s'est vraiment adapté. Pour l'hôpital de demain, ça va changer la donne parce que ça veut dire un hôpital plus évolutif, des unités qu'on peut ouvrir à la demande. Ça veut dire également une digitalisation plus importante. Ça veut dire également de pouvoir travailler à distance. Et le télésuivi, la télémédecine, la télésanté, je crois qu'en quelques jours et en quelques mois, on a développé et multiplié par 100, par 200 le nombre de consultations en télémédecine. Mais il restera, parce que cette modularité, on imagine bien à l'aune de cette crise Covid, ce que ça peut vouloir dire. C'est un service qui en temps normal compte, je ne sais pas, une dizaine de lits dans un hôpital et qui doit passer à 50, 70 ou 100 lits en cas de crise. Derrière ça, il y a évidemment la question humaine. Vous parliez tout à l'heure du risque de turnover, donc cette question-là, elle est compliquée à régler quand même, aujourd'hui et à l'avenir. Yann Bubien. Bien sûr, parce que la formation médicale et paramédicale est très longue. Il faut une dizaine d'années pour former un médecin, voire plus pour certaines spécialités. Et une infirmière, c'est 3 ans. Une infirmière ou un infirmier de bloc opératoire, c'est 4 ans. Et quand c'est anesthésiste, un infirmier anesthésiste, c'est 5 ans. Et donc, évidemment, tout ça prend du temps. Mais néanmoins, là aussi, il va falloir travailler à former plus rapidement certains personnels. Pour s'adapter, il a fallu en fait déprogrammer. C'est-à-dire qu'on déprogramme à un endroit et on peut demander au personnel qui travaille à cet endroit-là et où on a déprogrammé d'aller travailler dans un autre service et de renforcer ce service, notamment soit une unité Covid, puisque là c'est du Covid, soit une unité de réanimation médicale ou réanimation chirurgicale ou soins critiques. Et ces personnels-là, évidemment, il faut qu'ils soient formés. On a réussi à les former en quelques jours et quelques semaines au CHU de Bordeaux parce que ce sont déjà des professionnels qui sont compétents. Donc il a fallu les former, mais effectivement, ça demande une adaptabilité des personnels qui n'est pas facile à faire. Et ça veut dire aussi travailler sur nos modes de formation, du e-learning bien entendu, mais aussi de la simulation sur mannequin, et s'adapter sans cesse à l'évolution des nouvelles maladies, des nouvelles épidémies qui sont inévitables dans les années qui viennent. Alors, il y a une autre problématique que vous avez abordée tout à l'heure, Yann Bubien, et je voudrais entendre Quentin Laurence là-dessus, c'est le fait d'intégrer l'hôpital à la ville. C'est-à-dire que parfois, aujourd'hui, on a un peu le sentiment que l'hôpital il est dans sa bulle et il ne se connecte pas suffisamment à la médecine de ville et aux différents systèmes d'information. En quoi l'informatique, même l'intelligence artificielle, ça peut aider à cette connectivité et au fait d'intégrer un hôpital dans une ville, notamment dans les solutions que vous proposez? Alors, l'approche de Carnot, elle est, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas médicale d'abord. Donc oui. Il y a des spécialistes qui ont des avis. Moi, je fais un aveu d'humilité là-dessus. Non, mais alors c'est une question presque un peu plus générale sur la ville intelligente. Oui, voilà. Oui, j'ai bien compris. Alors la ville de demain, moi, sur les questions d'intelligence, il faut toujours se poser la question de la finalité. Ouais. On entend beaucoup parler des villes intelligentes, des bâtiments intelligents, sans forcément savoir vraiment quels sont les services qu'on veut avoir à la fin. Ce qu'il faut penser, c'est l'usager final. Ouais. Alors le patient dans le cadre de l'hôpital, celui qui se déplace dans le cadre des mobilités, celui qui habite dans le cadre des bâtiments. Mais si on l'applique à l'hôpital, pardon de vous interrompre, on peut imaginer un patient qu'on suit avant, pendant et après son hospitalisation. Et là, les outils... Et alors, les outils informatiques, on a parlé tout à l'heure de la télémédecine, peut-être de la médecine par visio, du suivi de dossier, qui est peut-être des outils informatiques qui permettent d'avoir un parcours sans rupture et une continuité dans les soins, tout en respectant, je pense que c'est aussi un sujet que Yann Bubien suit de très près, la question
question de la confidentialité et de la sécurité des données, avec notamment les données de santé qui sont un peu particulières, et puis le RGPD qui de plus en plus nous oblige à être vigilants sur ces sujets-là. Et ça me permet, moi, d'insister sur le fait que la question de la sécurité et de la souveraineté informatique sont des clés décisives dans ce qu'on veut faire de la ville de demain, de l'hôpital de demain et du bâtiment de demain plus largement. Rester maître de sa donnée par des capacités internes de calcul et de puissance, de stockage et d'hébergement, c'est probablement l'une des clés de la ville de demain. À quoi bon se revendiquer intelligent si les données traitées le sont à l'autre bout de la ville, dans un data center ou autre? Et alors, pour revenir à votre question, je pense qu'il faut toujours avoir en tête la fluidité, la simplification, la facilitation, l'amélioration de la vie des gens au sens très large, des patients, des médecins, du personnel soignant aussi, et dans la ville, de tous ceux qui l'habitent. Donc faire une ville intelligente juste pour avoir des objets connectés ici et là, ça ne sert à rien. Ouais. Je pense que c'est une cause, un pis-aller. Si on veut, la vraie finalité, c'est vraiment que les gens y trouvent quelque chose. Alors dans le bâtiment, ça peut être à la fois faire des économies d'énergie tout en améliorant le confort, ça peut être maintenir les personnes à domicile plus longtemps, ça c'est aussi quelque chose qui peut être complémentaire entre la ville et l'hôpital. On a, nous, des solutions sur ce qu'on appelle les PMR, les personnes à mobilité réduite, pour favoriser la détection de chute, par exemple, l'isolement, lutter contre l'isolement. Et là, le numérique, toujours en articulation avec l'humain, moi j'y suis très sensible et chez Carnot on l'est, peut apporter. Voilà. Mais il faut toujours penser, je pense, l'humain comme finalité. Au cœur de la réflexion. Restez avec nous, on va continuer de se projeter avec un exemple venu de Belgique, c'est Horizon 2040, la chronique d'Olivia Hieré-Dobré. Et on continue de se demander à quoi ressemblera l'hôpital de demain avec Olivia Hieré-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour. Tout va bien? Un projet architectural de grande ampleur prévu pour 2025 en Belgique. Oui, Hospitacité, c'est le nom de la future tour d'hospitalisation des cliniques universitaires Saint-Luc, près de Bruxelles. Hospitacité réunit 3 termes, cité, hospitalité et hôpital. Cité car il s'agit d'un projet urbain prévu pour 2025. Il est conçu dans l'esprit d'une ville santé avec des bâtiments de hauteurs différentes pour créer une dynamique en lien avec le panorama de Bruxelles. En plus d'une rénovation des cliniques, le futur site comprendra un centre de traitement du cancer et un institut psychiatrique, tous reliés à la ville par des passerelles et même le métro. L'hospitalité, c'est un autre mot-clé du terme hospitacité. Le futur site se veut accueillant et confortable pour répondre au concept du Healing Environment, c'est-à-dire un cadre physique qui favorise le bien-être et réduit le stress des patients et de leurs familles. Les objectifs pour les architectes sont d'une part de laisser passer la lumière naturelle, d'autre part de réduire la consommation énergétique du bâtiment. Pour cela, les façades vitrées sont conçues en triple vitrage, et il y a beaucoup d'espaces verts. On peut aussi trouver des services hôteliers, un centre de conférence, des bureaux administratifs et un restaurant panoramique. Ok, il y a tout ça, mais ça reste quand même un hôpital. Tout à fait. Et à Saint-Luc, il y a près d'1 million de contacts patients par an et autant d'informations à gérer. Près de 400 applications informatiques y travaillent, mais comme elles ne sont pas connectées entre elles, ça entraîne beaucoup de difficultés de communication. Pour y remédier, Saint-Luc a lancé fin 2020 le trajet patient intégré et informatisé, le TPI Carré. C'est une plateforme digitale qui a été fournie par la société américaine Epic. Tout est désormais centralisé dans une seule base de données. Concrètement, chaque intervenant auprès du patient introduit les informations de celui-ci dans un dossier électronique unique, de la prise de rendez-vous à la facturation, en passant par le dossier médical et la prescription des médicaments. Selon l'hôpital, c'est un plus pour la sécurité du patient puisque les soignants peuvent consulter tous les actes réalisés en amont. Est-ce que ça peut aussi améliorer le diagnostic des médecins? Est-ce que ce système peut finir en aide au diagnostic en quelque sorte? Oui, c'est l'objectif en tout cas affiché de l'hôpital selon Renaud Mazy, administrateur délégué des cliniques Saint-Luc, que je cite, « Tout dossier patient informatisé collecte beaucoup de data. La puissance de la solution que nous avons choisie ainsi que les développements en cours de réflexion peuvent nous permettre de proposer une aide à la décision. Ce ne sera jamais qu'une aide évidemment, puisque la décision revient toujours au médecin et on ne changera pas cela. »
Oui, effectivement, et je voudrais quand même entendre Yann Bubien sur cette question-là. L'aide au diagnostic grâce à l'intelligence artificielle, ça vous fait rêver ou pas ? Ça existe déjà. Il y a déjà des logiciels qui permettent d'aider au diagnostic. Ça se fait beaucoup en médecine, c'est en plein développement. Et effectivement, avec l'intelligence artificielle, on arrivera à des aides de plus en plus pointues en la matière. Mais aujourd'hui, la science médicale, elle est encore plus complexe. Donc, on n'en est pas encore tout à fait là. Mais sur le grand projet que vous présentez en Belgique, à Saint-Luc, on a exactement le même à Bordeaux. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lancé mardi au CHU de Bordeaux le renouveau et la reconstruction de l'ensemble du CHU. Et c'est plus d'1 milliard d'euros qui vont être investis à Bordeaux pour reconstruire le CHU du futur, qui va ressembler en grande partie à ce que vous avez présenté, sauf qu'il y a encore plusieurs sites. Mais l'objectif, c'est effectivement d'être en concordance entre des soins de très grande qualité, ultra performants, et une ouverture sur la ville et sur le bien-être, non seulement des professionnels de santé, mais également des patients. Et nous aussi, à Bordeaux, on a 1 million de patients qui passent par an dans le CHU. Chiffre impressionnant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, Smart Move, des solutions pour rendre la ville accessible à tous. Bonjour Sébastien Guillon, est-ce que vous m'entendez bien? Interview en visioconférence encore une fois. Bonjour Thomas, très très bien. Bon, c'est parfait. Vous êtes le président cofondateur de Andiamo. Avec vous, on est au cœur des enjeux de mobilité de nos métropoles. C'est quoi Andiamo? Expliquez-nous. Alors, on a créé Andiamo pour améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite. Donc, non seulement les personnes en situation de handicap, mais toutes les personnes seniors et les familles en poussette. Et on les aide grâce à un calculateur d'itinéraire multimodal adapté à leur niveau de mobilité. Alors, ça prend quelle forme? C'est une application en fait? C'est une application web responsive mobile, donc avec n'importe quel smartphone, on peut l'utiliser, se connecter pour avoir une solution de guidage. Donc, comme un GPS classique avec un moteur de recherche et un calcul d'itinéraire qui prend en compte donc votre niveau de mobilité, si vous êtes en fauteuil, en poussette, en déambulateur, votre mode de transport préféré, et puis un lieu de destination, un lieu de départ, et on vous recommande le meilleur itinéraire accessible. Alors dans cette émission, on se pose toujours la question de la technologie. C'est quoi le défi technologique pour une application comme Andiamo? Le gros défi, et c'est là où on se positionne, nous, c'est sur les 100 derniers mètres à pied. Donc on réalise une cartographie numérique de l'accessibilité piétonne des territoires. Donc on repositionne chaque tronçon piéton, trottoir, passage piéton, et on collecte l'information de l'accessibilité, du niveau de sécurité, de confort de ces cheminements piétons. Et ça, on le fait avec du traitement d'images, des images satellites que nous partage notre partenaire Airbus pour avoir une collecte fine de l'accessibilité. Et après, on a développé en interne notre algorithme de routage pour être indépendant d'un Google Maps. Oui, ça c'est une dimension aussi importante, cette volonté d'indépendance. Pourquoi? On s'est dit qu'on voulait créer un service de mobilité inclusif à la française, donc 100% français, avec une propriété française, pour être indépendant d'un Google Maps, d'un Earmaps. Et on considère, par exemple, pour les Jeux Olympiques, que ce serait bien d'avoir un premier service de mobilité pour tout le monde, qui soit 100% français, pour des Jeux Olympiques qui se feront à Paris. Alors vous l'avez dit, mais le constat sur la mobilité réduite, il est chiffré, il m'a surpris, je vous l'avoue, 18% de la population française est à mobilité réduite, c'est ce que vous affirmez sur votre site. Pour arriver à ce chiffre, vous intégrez effectivement les familles qui utilisent les poussettes, c'est ça? Parce qu'il me semble énorme ce chiffre. J'étais dès le premier très surpris par ce chiffre, parce que moi au début, je pensais que ça concernait uniquement les personnes en situation de handicap. Mais en fait, toute personne valide, une fois dans sa vie, sera à mobilité réduite de manière temporaire. Donc, quand vous serez jeune papa, jeune maman, quand vous êtes en poussette, quand vous vous déplacez à Paris, vous ressentez un peu les mêmes problématiques d'accessibilité quand vous vous déplacez sur un trottoir ou vous voulez prendre un métro ou un bus. Et les seniors, pareil, avec le vieillissement démographique, ce chiffre de 18% va augmenter d'année en année. Alors ça, donc on a bien compris comment ça marchait. Combien de métropoles sont aujourd'hui cartographiées par Andiamo?
On est implanté à Grenoble. Donc, du coup, nous, on a commencé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est déjà soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et les élus politiques. Donc, on est déjà sur Grenoble, Clermont-Ferrand, bientôt à Lyon et Annecy. Et on est déjà sur un autre territoire qui est la ville du Mans, donc en région Pays de la Loire. Sont des métropoles qui sont un peu avant-gardistes et qui souhaitent apporter cet aspect inclusion dans leur mobilité. Alors on voit bien que votre solution et donc vos clients, ce sont les villes, les grandes métropoles, mais est-ce que les entreprises sont aussi intéressées par l'application Ndiamo ? C'est le cas, on travaille déjà avec le CEA, le Commissariat d'énergie atomique, à Grenoble, puisqu'en fait, il y a des groupes privés qui possèdent plusieurs sites, multi-sites. Donc, c'est un vrai village dans la ville. Donc, on déploie ce calculateur d'itinéraire pour les salariés à mobilité réduite de ces entreprises privées et pour les aider à se déplacer entre les sites, donc entre les villes. En fait, votre philosophie, c'est de nous aider à se réapproprier la ville, parce que parfois, les obstacles sont nombreux et puis on les anticipe pas, on les soupçonne pas. Se réapproprier la ville, d'abord en valorisant le positif. Donc, beaucoup de choses ont été bien aménagées, bien pensées en termes d'espace urbain, en termes de voirie. Donc déjà, valoriser le positif et ne pas critiquer tout de suite sur le manque d'accessibilité. Et le manque d'accessibilité, nous, on le contourne et on conseille les opérateurs de transport ou les villes à mieux cibler leurs prochains travaux d'aménagement. Donc l'audit, le diagnostic de la cartographie piétonne qu'on fait permet d'orienter stratégiquement les prochains travaux d'aménagement des collectivités. Et ben voilà, on est dans la solution, ce qu'on aime beaucoup dans cette émission. Merci beaucoup. Merci Sébastien Guillon. Je rappelle que vous êtes le président cofondateur d'Ndiamo. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous le week-end prochain, évidemment. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui m'a accompagné pour préparer Smart Impact aussi pendant toute la semaine. Merci à toutes les équipes de Bismart sur le pont. Et c'est compliqué en ce moment avec la multiplication, évidemment, des visioconférences. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Impact. Bon week-end. Vous pouvez revenir en avril 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.